Bonjour et bienvenue au 39e épisode de Raptor Kiff. Je le rappelle, le seul podcast en français sur les Toronto Raptors. Ce soir, le match opposant les Toronto Raptors chez eux, enfin, après 3 ou 4 matchs à l'extérieur, aux Miami Heat qui sont en pleine résurgence depuis ce début d'année, puisqu'ils ont gagné 4 matchs d'affilée. Les Raptors en ont gagné 5, je le rappelle, avec leur victoire en prolongation hier soir. Avant de commencer le match et les présentations du match, j'avais envie de parler un peu de DeRozan et de ce qui se passe en ce moment autour de lui dans la ligue. Il a fait un podcast avec le Woj podcast. Woj est sans doute une des personnalités, tout du moins un des journalistes sportifs les plus reconnus aux États-Unis, puisque c'est celui qui annonce tous les échanges de joueurs, toutes les news en fait quasiment vis-à-vis de chaque joueur. Il faut dire qu'il a un carnet d'adresses d'agents qui est incroyable et qui lui permettent d'ailleurs d'être quasiment toujours en avance sur tout le monde, ce qui est plutôt une bonne chose. Bref, il aura fallu que DeMar DeRozan marque 52 points dans un match pour que la Ligue parle enfin de lui réellement, que la Ligue parle aussi des Toronto Raptors. D'ailleurs, on en parle depuis Noël, puisqu'ils n'ont pas joué à Noël et que certaines équipes qui ne sont pas en course pour les playoffs ont joué ce jour-là. C'est la journée en dehors des playoffs, la plus importante de l'année, le plus d'audience. Il faut dire, il n'y a pas de match de football américain et il n'y a pas de match de hockey. Et comme il n'y a pas de baseball à cette période-là de l'année, ça veut dire que c'est une journée entièrement dédiée basketball. C'est pour ça qu'il y a 5 matchs dans la journée. Donc, lors de ces 5 matchs, il n'y a jamais eu de match des Toronto Raptors à Noël, tout du moins pas depuis Vince Carter qui a eu à son époque un match à Noël. Du coup, voilà, depuis ce jour-là et depuis une espèce de campagne qui a été lancée pour que l'année prochaine les Raptors puissent être à jouer le jour de Noël, on parle beaucoup plus des Raptors et puis du coup on parle beaucoup plus de DeMar DeRozan, puisque cette année, petite nouveauté, il défend, alors ça c'est ma petite nouveauté personnelle que je dis parce que personne n'en parle réellement, mais c'est vrai qu'il défend beaucoup mieux. Je le disais hier soir dans le podcast, dans le match contre les Brooklyn Nets, il va bloquer des shots, ce qu'il ne faisait quasiment jamais avant. Aujourd'hui il a plus l'instinct d'aller bloquer, surtout quand il se fait dépasser par un adversaire qui est en attaque. Il a tendance à mieux récupérer pour essayer d'aller bloquer, ce qui est plutôt bien puisqu'il marque environ, il contre environ un tir par 3 matchs. Ce qui n'est pas énorme, mais bon, avant c'était plutôt de l'ordre de un bloc par 10 ou 12 matchs, ou peut-être 15 matchs, ou peut-être 20 matchs, j'en sais rien, c'était vraiment très très bas en fait. Je me demande même si des fois il n'y en avait pas un seul dans l'année en fait. Donc c'est pour vous dire à quel point c'était très bas. Cela dit, donc du coup, pourquoi j'avais envie de parler de DeMar DeRozan? D'abord, bon, vous l'aurez compris si vous me suivez, je suis fan depuis le début parce que je trouve que c'est un joueur et une personne avant tout, qui a une belle personnalité, une belle façon de faire les choses, c'est-à-dire qu'il montre l'exemple par son travail. On parle beaucoup de l'éthique de travail de DeMar DeRozan. Ce n'est pas pour rien. C'est un mec, et il le disait par exemple dans le podcast avec Woj, qui se lève tous les matins à 4h15 pour aller s'entraîner. Tous les matins de l'année. Ce qui est quand même assez extraordinaire. C'est un mec qui aussi, il le dit dans le podcast, tape du bois, enfin il touche du bois avant chaque match pour être sûr et certain que ce qu'il vit est toujours réel. Pourquoi? Parce qu'il a vécu bien sûr dans une banlieue de Los Angeles très violente, avec des gangs, avec des meurtres, il a vu plein de ses amis mourir. Je veux dire, bon, on ne peut qu'imaginer. Je ne dis pas que c'est le pire de ce qui existe dans le monde, mais il a déjà vécu une enfance jusqu'à ses 17 ans, puisqu'après il est parti de chez lui pour aller à l'université.
Enfin non, c'est 18 ans, pardon, puisqu'il est entré dans la ligue à 19 ans. Il a passé 18 ans de sa vie à Camden et il a fait le choix. C'est ce qu'il explique, c'est un mec qui a fait le choix de rester dans le collège, en termes français, hein, le collège de sa ville natale, plutôt que d'aller dans un gros collège privé, plus en vue au niveau basket. Voilà. Il voulait faire les choses comme ça, c'est pareil, il est allé à une université du coin, pas forcément la plus en vue, comme il disait, il avait des opportunités d'aller à Caroline du Nord, l'université de Caroline du Nord, par exemple, qui est très en vue, ou des choses comme ça, ou même UCLA, mais il a décidé d'aller à USC, l'université de Californie du Sud. Du coup, enfin voilà, c'est une mentalité particulière. C'est aussi un joueur qui est arrivé en tant qu'athlète, c'est-à-dire que sa seule spécificité quand il est arrivé dans la NBA, c'était finalement de dunker. Il n'avait pas de shoot, ni à 2 points, ni à 3 points, ce n'était pas un bon défenseur, il n'avait qu'une seule chose pour lui, c'était le fait de dunker et de couper les lignes pour attraper des ballons, non pas adverses, mais de ses coéquipiers, et pouvoir marquer des paniers à l'intérieur de la raquette. Et c'est un mec qui, tous les étés, c'est son choix, a travaillé à son art, et à force d'y travailler, il devient meilleur au fur et à mesure. Et du coup, on est dans la 9e année en NBA. Alors les gens, depuis un moment, c'était oui, mais quand il arrive au playoff, il est incapable, nanana, parce que comme il shoot pas le 3 points, nanana, ça crée pas assez d'espace pour pouvoir pénétrer pendant les playoffs. Je précise quand même que pendant les playoffs, la défense, n'importe quelle équipe qui est au playoff, la défense est beaucoup plus ardue. C'est un peu plus, je vais pas dire violent, mais un peu plus musclé pendant les playoffs. Et du coup, c'est vrai que DeMar DeRozan, bien qu'il ait eu des très bons matchs pendant les playoffs, est souvent atone. Et du coup, c'est le reproche qu'on lui faisait jusqu'à maintenant. Et cette année, il est au niveau pour la saison. Alors, pas en termes de points marqués, mais d'efficacité. C'est-à-dire, par exemple, on va parler de pourcentage de réussite au shoot. Alors, moi, je n'ai pas encore recherché ça. Il va falloir que je le recherche parce qu'il y a des pourcentages qu'on voit statistiquement parlant qui sont les pourcentages directs de match par match et du coup de la moyenne annuelle qui sont à environ 49% de réussite, tout compris, hein. Le 3 points, le lancer franc et non le 3 points, le 2 points et voilà. Alors que le true shooting, donc la vraie capacité de shoot, il serait aux alentours de 74% de shoot réel et il faut bien inclure, j'étais en train de penser à une chose là-dedans, c'est qu'il est seulement 28e dans la ligue en nombre de touches de ballon par match. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il est numéro 7 des marqueurs dans la ligue et il est 28e en nombre de ballons touchés. Donc c'est pour dire que c'est pas le mec qui touche le plus de ballons dans la ligue, c'est pas un James Harden ou un Stephen Curry ou un LeBron James ou un Giannis Antetokounmpo qui eux sont parmi les 10 premiers de la ligue à toucher des ballons et sont aussi dans les 10 premiers marqueurs de la ligue. Bref, j'avais juste envie de donner un prix à DeMar, entre guillemets, hein, le féliciter parce que je trouve que ce qu'il fait est vraiment excellent cette année. Non seulement il a rajouté le 3 points, mais en plus sa défense est beaucoup plus impressionnante en 1 contre 1, pardon. Il est beaucoup plus présent, il mène une beaucoup plus grosse pression. Bien sûr, il se fait encore complètement doubler par moment, il n'a pas cette vitesse
de recul en défense pour aller attraper le mec. Par contre, c'est quand même un mec qui arrive à faire des déflexions de ballon assez régulièrement, c'est-à-dire que sur des passes, il va être aussi capable, d'attraper des passes, de couper les lignes de passes adverses, des choses comme ça. Et c'est plutôt, on le voit cette année, il est dans l'esprit de l'équipe en fait. Et c'est ça moi qui m'impressionne. Je pense que c'est le joueur qui s'est le mieux adapté finalement au changement dû à l'équipe pour le moment. On est en train de voir d'ailleurs, et j'espère que ça va continuer, Jonas Valanciunas est en train de s'adapter. Serge Ibaka, pendant le mois de décembre, s'est adapté. C'est-à-dire qu'il a décidé que je vais d'abord me concentrer sur la défense et ensuite on verra le reste. Et du coup, dans cette unité de départ, avec un OG Anunoby, bien entendu, qui est un des meilleurs défenseurs parmi les rookies cette année, si ce n'est le meilleur défenseur parmi les rookies cette année, en tout cas sur les ailes, puisqu'il va garder du poste 1 au poste 4. Donc du coup, voilà, on a un des meilleurs défenseurs, et c'est vrai qu'une fois qu'il est rentré dans l'unité de départ en début de saison, on a vu un changement assez grandiose dans l'état d'esprit de l'équipe sur le terrain. Le petit bémol vis-à-vis de toute cette défense, c'est le fait qu'ils ne communiquent tous pas assez entre eux. C'est Serge Ibaka qui communique le plus, et on voit qu'il faut qu'il communique encore plus. Bref, je reviens à DeRozan. Pourquoi j'en parle? Parce que je vois de plus en plus de choses. D'un seul coup, les gens, c'est comme s'ils découvraient DeMar DeRozan. Alors que, en tant que fan, et tout fan de Raptors qui se respecte, a pu voir cela arriver depuis le départ. Je veux dire, à partir du moment où la première année, il faisait que dunker, puis Chris Bosh se blesse et ne joue pas pendant, je crois, presque 20 matchs. Et pendant ces 20 matchs-là, DeMar DeRozan commence à prendre possession de l'équipe et à prendre possession et à attaquer. Pendant l'absence de Chris Bosh, je crois qu'il avait une moyenne quasiment à 20 points par match, un truc comme ça, ce qui était hallucinant pour l'époque, ou peut-être un peu moins. Je me souviens plus exactement à combien il finit sur la saison, mais c'est vrai que juste pendant ces 20 matchs-là, il a été assez impressionnant, et tout le monde se disait son maximum auquel il peut atteindre dans sa carrière, ce sera ça, ce sera peut-être un mec qui sera 20 points, 5 rebonds, et une ou deux passes décisives, pas un bon défenseur, mais un bon sixième homme en fait, dans une bonne équipe. Et tous les ans, chaque critique qu'il a pris dans la gueule, tous les ans, il a travaillé. Et j'entendais il n'y a pas très longtemps dans un podcast, les gens disaient, c'est quoi le maximum qu'il peut atteindre? Si tous les ans, il est capable de devenir de meilleur et encore meilleur, et apprendre, parce que c'est assez rare, apprendre de nouvelles choses chaque intersaison pour appliquer dans une saison, je trouve que c'est assez impressionnant, et c'est peut-être une question qu'il faudrait que je pose sur Twitter, c'est combien de joueurs ont eu cette évolution-là? Deuxième chose, parce que ça c'est l'évolution sur la carrière, je voulais parler de cette saison. Il a commencé la saison en étant aux alentours des 20e scoreurs de la ligue. On a pu voir beaucoup de mecs baisser dans le classement, c'est-à-dire qui étaient tout début de saison, dans les 10 premiers. Si je regarde, je vais vous prendre un joueur par exemple qui était dans les 10 premiers tout au début et qui n'y est plus. Je pense à un Kristaps Porzingis par exemple qui était dans les 10 premiers à un moment donné et aujourd'hui qui n'y est plus du tout. Je regarde, je vérifie. Kristaps Porzingis est 14e. Et je me souviens qu'il y a à peu près un mois, c'était la place de DeRozan. Il y a un mois environ, donc on était début décembre, c'était sa place. Et là, DeRozan est passé 7e. Et s'il continue sa remontée, il pourrait très bien se retrouver entre parce qu'il est dans les 25 points. Et dans les 25 points de moyenne, vous avez Kevin Durant, DeMarcus Cousins, Anthony Davis et en dernier DeMar DeRozan à 25,3. Et vu l'évolution qu'il a, c'est-à-dire qu'au début de saison, il était aux alentours des 22 et quelques points par match, aujourd'hui il est à 25,3 de moyenne.
Et vu comment son tir à 3 points est de mieux en mieux, je dirais, il a plus confiance en lui quand il le shoot, je me dis que il peut très bien remonter. Les Raptors n'ont pas encore joué 41 matchs, c'est-à-dire une moitié de saison. Et sans avoir joué 41 matchs, DeRozan est déjà 7e de la ligue en scoring. Et je ne serais pas étonné s'il continue de monter dans ce classement, c'est ce que je voulais dire. C'est pareil du coup pour son pourcentage de shoot à 3 points. Au tout début de la saison, il était aux alentours des 24-25. Maintenant qu'il a pris confiance dans tout ce qui s'est entraîné, puisqu'apparemment ça fait 3 ans réellement que tous les étés il met un gros effort à shooter le 3 points, et je dirais qu'il a dû le faire avant aussi. Mais il n'avait pas cette confiance en ça, puisque c'est vrai que c'était le meilleur joueur, considéré comme le meilleur marqueur à 2 points de la ligue. Shoot, hein, on parle de tir, non pas de juste aller mettre le ballon dans le panier, c'est-à-dire attaquer dans la raquette. Mais vraiment de tir de loin, c'était un des meilleurs tirs, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur depuis 4-5 ans, à tirer un long 2 points. Et là, il devient il est au-dessus de la moyenne cette année, du coup, pour la première fois de sa carrière, il est au-dessus de la moyenne des 34,5-35% de shoot. Il est à 36,4 là, juste avant le début du match. Et c'est vraiment plutôt positif. Voilà, bon, j'en termine là. Moi, je suis très content pour lui, je suis très content pour l'équipe du coup, et je pense que c'est vraiment une belle évolution qu'on a de sa part, et qu'il faut qu'il continue absolument dans ce sens-là. Maintenant, comme Kyle Lowry est blessé, et sans doute pour quelques matchs, je pense qu'on va avoir un DeMar DeRozan, j'espère en tout cas, et j'en parle pour ça, on va avoir un DeMar DeRozan qui va dominer un peu plus, et qui va être vraiment le mec qui va dire c'est mon équipe. On l'avait vu l'année dernière déjà, en fin de saison dernière, quand en deuxième partie de saison, après le All-Star, contre Kyle Lowry avait été blessé au poignet, qui s'était fait opérer, qu'il a manqué presque 20 matchs je crois. On avait vu que c'était DeMar DeRozan qui avait pris l'équipe en charge et qui était allé à l'attaque à tout bout de champ. Là j'espère que ce sera encore le cas, surtout avec sa capacité de passer le ballon cette année qui est vraiment meilleure qu'avant. Je me dis qu'on risque d'avoir un DeMar DeRozan qui va prendre toute sa place en tant que meneur des Raptors. Alors un meneur qui fait 2m01 ou 2m02, ça risque de poser beaucoup de problèmes aux équipes adverses. Et franchement, je n'attends que ça parce qu'il est vraiment très en forme. L'année dernière déjà, puisqu'il a terminé, je crois, 3 ou 4e en tant que scoreur de la ligue avec 27 et quelques points. Et je pense que cette année, il ne sera pas loin d'égaler ça avec un meilleur pourcentage aux 3 points, un meilleur nombre de passes décisives en moyenne par match. Il est un peu moins bon en rebond cette année par contre. Il est un peu meilleur au bloc. Il est un tout petit peu moins bon aussi en ballon volé. Mais bon, il y a plus de défense personnelle en 1 contre 1, donc du coup c'est plutôt positif. Bref, j'espère que dans le match de ce soir on pourra voir ça et j'essaierai de vous en parler. Allez, on passe au match. À tout de suite. Les 5 de départ sont pour Miami, Goran Dragic, Derrick Jones Jr., Josh Richardson, Kylie Olynyk et Hassan Whiteside. Les Miami Heat sont actuellement 22 et 17 sur la saison, 22 victoires, 17 défaites et sont 5e à l'heure actuelle de la conférence Est. Les Toronto Raptors, pour leur part, ce soir, puisque Kyle Lowry n'est pas là dû à sa blessure hier soir dans le match les opposants aux Nets, c'est Delon Wright qui obtient le poste de meneur dans le 5 de départ, avec DeMar DeRozan, OG Anunoby, Serge Ibaka et Jonas Valanciunas. Les Toronto Raptors qui sont 28 et 10 sur la saison, qui sont aussi 14 et 1 à domicile, la meilleure équipe de la ligue à domicile pour cette saison et pour le moment, et de loin, puisque je crois que la deuxième équipe doit avoir 5 défaites à domicile, donc c'est vraiment énorme pour ce que font les Raptors cette saison. Donc du coup les Raptors sont 28 et 10, je l'ai déjà dit, et sont deuxième de la conférence Est derrière Boston qui sont eux 33 et 10.
Et après 5 minutes 20 dans ce premier quart-temps, Toronto mène 11-10 dans un match où la défense pour le moment du côté des Raptors n'est pas très bien en place. Lors des 2 premières minutes, Miami loupait des tirs, mais là il s'agit de la défense des Raptors qui n'est pas assez en avant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de pression sur le porteur de ballon, il n'y a pas assez de pression sur les shooters à 3 points. Et il y a trop de joueurs qui essayent de bloquer des shots sur l'extérieur. Honnêtement, ce que je trouve qui en basket ne sert strictement à rien, car le nombre de blocs sur des tirs à 3 points ou même sur des longs 2 points sont très rares. Et donc du coup, si tu lèves tes pieds, ça permet à l'attaquant de pouvoir de faire une feinte et d'aller au basket. Et en l'occurrence, là, les Raptors permettent cela à Miami en ce début de match. Espérons que le coach à temps mort puisse remédier à cela. Il reste 4 minutes 14 dans le premier quart-temps et Miami, cette fois-ci, appelle un temps mort. Toronto mène 17-14. Je n'ai pas vu de changement significant, oui, ça doit être comme ça qu'on dit, significatif, pardon, voilà, je n'ai pas vu de changement significatif après le temps mort de la part des Raptors, bien que les deux équipes aient plus de mal à scorer depuis le dernier temps mort, puisqu'en 3 minutes, 2 minutes 30, on va dire, une équipe a marqué 4 points et l'autre en a marqué 6, ce qui n'est quand même pas très énorme en basket, surtout en NBA. Et James Johnson, l'ancien Raptor, un favori du public et d'ailleurs un joueur que j'adore. Il porte le numéro 16 pour Miami et c'est un joueur très complet qui n'a jamais été correctement utilisé à Toronto, ou tout du moins qui n'a jamais su s'exprimer correctement, exprimer tout du moins son basket correctement lorsqu'il était à Toronto, malgré tous les spoilers qu'il a pu nous donner sur son talent. Nous n'avons jamais vu grand chose aboutir à Toronto. Le premier carton se termine sur un score de 22-21 pour Miami, avec un premier carton qui est très brouillon des deux côtés. DeRozan est à 1 sur 7 au tir et Ibaka à 2 sur 7 au tir, ce qui fait que les deux meilleurs joueurs, entre guillemets, les deux meilleurs scoreurs de l'équipe sur le terrain ne sont pas très en forme, en tout cas ne sont pas en réussite. Pour le reste, Delon Wright semblait un peu hésitant dans sa façon de jouer pour la première fois qu'il est dans le 5 de départ cette saison. Et on s'attendait, je pense que tout le monde s'attendait à mieux. Je pense que dans la deuxième quart-temps, il va se réveiller et être beaucoup plus actif après avoir déstressé un petit peu. Pour Miami, c'est pas vraiment meilleur. Il y a peut-être une meilleure circulation du ballon du côté de Miami que du côté de Toronto, ce qui leur permet d'être bien accrochés dans ce match et même du coup de mener de 1 point. Dans le deuxième quart-temps, 3 minutes 23 de jouer et Miami mène 28-27. Toronto avait bien démarré, prenant un petit avantage de 5 points, puis Miami vient de revenir et de passer devant, plus 1. C'est l'entrée sur les terrains d'Adebayo pour Miami qui a fait un peu toute la différence. Très bon défenseur dans la raquette, puis très bon rebondeur offensif. Il reste 3 minutes 40 dans ce deuxième quart-temps et Miami a pris le large puisqu'il mène 43-36 pour les Toronto Raptors. Un match où on voit la fatigue, on a l'impression aussi que le jeu des Raptors n'est pas en place. Il manque, il faut quand même le dire, Kyle Lowry à la main et que d'habitude Delon Wright est dans l'équipe qui vient du banc et peut sans doute faire beaucoup plus de boulot quand il vient du banc. Là, on a l'impression qu'il hésite, il ne sait pas trop quoi faire et c'est un peu dommage puisque c'est son opportunité
de briller aujourd'hui et pour l'instant ce n'est pas trop le cas. Norman Powell qui est rentré sur le terrain a fait plutôt un bon boulot, pas forcément en offense. Bon, il a marqué un dunk, mais en défense, il a fait un très bon boulot. Et là, ce soir, c'est ce qui manque aux Raptors, une bonne défense bien établie, bien en place, qui empêcherait Miami de pouvoir marquer à volonté, car pour l'instant, franchement, Miami, bon, le score n'est pas élevé, 43 points, ce n'est pas élevé, mais c'est plus Miami qui loupe des tirs que Toronto qui arrive à les arrêter. Donc il faudrait remédier à cela et très vite, j'espère, car c'est sûr qu'ils ont joué hier soir et surtout qu'ils ont joué une prolongation, ce qui les a fait rentrer assez tard à Toronto. D'ailleurs, Miami était déjà à Toronto hier soir à attendre les Raptors. D'ailleurs, Cleveland, qui jouera à Toronto dans 2 jours, est déjà à Toronto. Ils sont même arrivés cette nuit avant Toronto, c'est pour dire. Donc c'est bien entendu, les Raptors sont sans doute un petit peu fatigués, mais c'est pas une raison. Là, il n'y a pas de communication, le ballon ne circule pas assez bien, le jeu établi par les Raptors ne tourne pas assez pour favoriser des shoots. Et puis surtout, les Raptors manquent des paniers que d'habitude ils mettent assez facilement. Là, c'est vraiment incroyable à quel point ils peuvent louper beaucoup de choses de ce qu'ils tentent. C'est pour dire 36 points alors qu'il reste 3 minutes 40 dans le deuxième quart-temps. D'habitude, c'est quasiment le score qu'ils ont à la fin du premier quart-temps. C'est pour dire si ce match est plutôt mal engagé pour les Raptors. Je veux rectifier une petite chose. Tout à l'heure, je disais que les Toronto Raptors avaient le meilleur record à la maison et que la deuxième équipe avait sans doute 4 ou 5 défaites à domicile. En l'occurrence, San Antonio a un record de 18-2 à domicile. Les Raptors sont 14-1. Le troisième est Cleveland avec un record de 15-4 à domicile. Et en quatrième place, on a Denver avec un record de 18-5. Donc si les Raptors veulent continuer de garder leur première place et surtout de rester aussi bons à domicile, il faut vraiment qu'ils réagissent ce soir et qu'ils se réveillent. Il reste 28 secondes et 8 dixièmes dans ce deuxième quart-temps et Miami mène 49-41. Les Raptors essayent, sont poussifs, mais ont vraiment du mal. C'est un match très brouillon de la part des Raptors. Il faut dire que la défense de Miami est plutôt bonne. Ils sont bien resserrés, empêchent les Raptors d'aller scorer en transition. Tandis que quand ils sont en demi-terrain, une défense en demi-terrain bien mise en place, les Raptors ont vraiment du mal à pénétrer et à aller inscrire des paniers. Ce qui explique sans doute la domination pour l'instant de Miami dans ce match. Et arrivé à la mi-temps, les Miami Heat mènent 51-41 et je suppose que vous l'entendez dans ma voix, je suis assez frustré. D'accord, ils sont peut-être fatigués, ok, ils peuvent avoir toutes les explications du monde et je trouve souvent que les commentateurs des Raptors donnent beaucoup trop d'excuses aux Raptors. Et moi, pour ma part, je suis comme le coach Dwayne Casey, il n'y a aucune excuse. Quand tu es sur le terrain, donne-toi à 100%. Et là, les Raptors ne communiquent pas ni en offense, ni en défense. Ils ne font pas assez circuler le ballon ou alors sur des contours de la ligne de 3 points, ils tournent autour jusqu'à temps qu'il y ait peut-être une petite ouverture. Et honnêtement, c'est la mauvaise façon de faire. Tout le monde reste un petit peu planté dans son côté. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Non, ça va pas. C'est pas le jeu des Raptors. Il faut qu'ils bougent. Faut que ça bouge. Faut que ça circule. Faut que non seulement le ballon circule, mais faut que les joueurs circulent pour que le ballon puisse circuler. Si tu restes sans bouger, c'est sûr, le ballon risque pas de te trouver. Et ça va être compliqué d'effectuer une bonne passe si tu ne bouges pas. Donc il serait temps à la mi-temps, je pense d'ailleurs que le coach va leur dire « Hey, stop là, vous êtes peut-être fatigués les gars, mais maintenant c'est le moment d'appuyer sur le champignon, on est à la maison, on la protège. » Et là, ils ne sont absolument pas en train de protéger
protéger la maison puisqu'il n'y a pas de défense du côté des Raptors. Donc voilà, c'est mon commentaire à la mi-temps. Je suis relativement frustré, sachant que Miami ne joue pas si bien que ça. En plus, Goran Dragic, il y a personne qui le prend en 1 contre 1 et qui arrive à le garder. C'est assez phénoménal. Il arrive à faire ce qu'il veut. Je crois qu'il doit être rendu à 14 points à la mi-temps. Bon, c'est un très bon joueur, Goran Dragic. Il n'y a pas de souci. Mais là, à un moment donné, c'est la défense qui pêche et il faut vraiment que la défense se mette en place parce que là, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'effort et je trouve ça dommage. Pareil, DeMar DeRozan du coup ne peut pas s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui tente de 3 points, donc il n'y a pas d'ouverture non plus. Donc c'est impossible. On voit un Van Fleet démarqué qui ne tente pas le 3 points. Non, il attend, il dribble. T'es là en train de te dire, mais attends, bonhomme, qu'est-ce que tu fais? Là, fallait shooter un 3 points. C'était le moment de le tenter. Delon Wright qui n'a tenté aucun 3 points, je crois, pour l'instant. CJ Miles qu'on a tenté qu'un, OG Anunoby qui n'a pas shooté un seul 3 points pour l'instant de toute la première mi-temps. Il y a que Serge Ibaka qui a dû en tenter et CJ Miles qu'on a tenté un et qu'on a réussi un. Donc c'est vraiment relativement mauvais, je ne comprends pas, d'accord, je veux bien, bah oui, ils sont rentrés tard, ils sont peut-être fatigués, mais la fatigue n'explique pas ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'ils sont complètement amorphes. Et ça, ce n'est pas normal. Je veux bien que les gars qui ont joué le plus de minutes hier soir soient fatigués, mais pas tous. Donc à un moment donné, il faut se réveiller, il faut reprendre les choses en main et essayer un petit peu de circuler, de bouger. De toute façon, la fatigue, elle va passer comme ça. C'est en bougeant, en faisant les choses. Il faut faire pomper le sang pour que la fatigue passe. Voilà, c'est mon commentaire sur cette première mi-temps. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff ainsi que la ronde NBA sur le site mykiff.fr, ça s'écrit MYKIF.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver, enfin me retrouver finalement, je suis Cédric Thévenon et vous pouvez me retrouver sur la page Twitter, SoundCloud et YouTube qui s'intitule Kiff, K-I-F, plus loin, podcast au pluriel, P-O-D-C-A-S-T-S. Sinon, vous nous retrouvez sur la page Facebook intitulée Sport avec un S à la fin au pluriel du coup. Kiff Podcast, pareil, podcast au pluriel. Et bien sûr, vous pouvez me contacter, m'envoyer vos questions, vos affirmations et même les choses auxquelles vous pensez vis-à-vis des Toronto Raptors ou de la NBA en général, puisque soit pour la ronde NBA Podcast ou Kiff, Raptor Kiff Podcast, grâce au mail, pardon. Contact au singulier contact@mykiff.fr. Voilà, vous savez tout, on se retrouve directement pour la deuxième mi-temps en espérant que les Raptors soient capables de se réveiller. Sinon, ça risque d'être un petit peu la bérésina à la fin du match. J'avais raison, le coach des Raptors a dû passer une bonne soufflante et remettre les pendules à l'heure du coup pendant la mi-temps, puisqu'après 2 minutes et 49 secondes dans ce troisième quart-temps, les Raptors sont revenus. Miami mène toujours, mais seulement de 3 points, 53-50. C'est Miami qui a marqué les 2 premiers points, donc qui menait 53-41, et du coup les Raptors sont dans un 9-0 depuis ce moment-là, et du coup forcément le coach de Miami, Eric Spoelstra, appelle un temps mort. Il reste 7 minutes 50 dans ce troisième quart-temps, et il vient d'avoir un petit, affrontement, quelques gifles et quelques coups de poing ont été échangés entre Serge Ibaka et James Johnson, l'ancien Raptors. Du coup, revue vidéo, on attend la décision des arbitres et du coup, pour l'instant, Miami mène 55-52. Voyons voir ce qui est décidé. Et donc les 2 joueurs sont exclus du match, du coup plus de James Johnson pour Miami et plus de Serge Ibaka pour Toronto. Il reste 4 minutes 47 dans ce troisième quart-temps et Miami a repris le large de 9 points, menant 63-54. Et c'est Goran Dragic qui fait le boulot,
20 points d'ailleurs dans ce match pour le moment, emmenant Miami dans un 8-0 en scoring à ce moment du match. À la fin du troisième quart-temps, Miami mène 72-64. Il menait de 12 points, puis Toronto a marqué par CJ Miles 2 paniers à 3 points consécutifs. Et enfin, Miami vient d'inscrire un panier à 2 points dans la dernière minute, ce qui donne 8 points d'avance pour le Heat. Et c'est la défense de Miami qui est en vitrine ce soir, puisqu'ils ont une très bonne défense qui empêche Toronto d'agir correctement. Ceci dit, comme je le disais, les Raptors ne jouent pas comme d'habitude. Ils n'ont tenté que 12 maintenant. 12 tirs à 3 points aujourd'hui, ce qui est largement en dehors de leur moyenne, qui est de quasiment 30 tentatives par match. Et là, ils n'en ont tenté que 12. Donc, on est loin du compte. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a personne qui essaye de les shooter. Même DeRozan, je ne crois pas qu'il ait tenté un 3 points de la partie. C'est vraiment étonnant. Il y a un moment donné, faut pousser et essayer. De toute façon, ils sont en manque de réussite quand ils vont à l'intérieur, donc il faut vraiment tenter autre chose. Et l'autre chose, c'est plus de mouvement et ne pas attendre que DeRozan fasse tout. Parce que je crois qu'il est rendu à 16 ou 17 points et 5 ou 6 passes. Et je pense qu'il faut vraiment que les autres bougent plus qu'ils ne bougent à l'heure actuelle. Après 3 minutes 29 de jouer dans ce quatrième quart-temps, les Raptors sont revenus à 3 points. Miami mène 76-73 et c'est la défense de l'unité du banc qui fait son effort et un Fred VanVleet en très grande forme qui arrive à mener l'équipe à bien. Comme on l'appelle, Steady Freddy, c'est-à-dire le Freddy le calme, fait un super boulot, un panier à 3 points, un superbe lob pour Lucas Noriega qui inscrit un dunk, puis un autre panier à 2 points par une pénétration provenant du coin gauche du terrain de Miami et Toronto revient du coup à 3 points dans ce match avec un très très bel effort de cette unité qui fait une très grosse pression défensive, qui met en tout cas une très grosse pression défensive sur Miami. Et qui s'en sort très bien pour les Raptors en ce début de quatrième quart-temps. Il faut espérer que ce ne soit pas comme dans le troisième quart-temps où les Raptors étaient revenus aussi très près et après Miami avait pris le dessus et finalement avait pris jusqu'à 12 points d'avance. Donc là, il serait bon que les Raptors tiennent bon et arrivent à continuer à créer autant d'offenses. Il reste 6 minutes 21 dans le quatrième quart-temps et Miami a repris le large 80-73. Et comme vous l'entendez peut-être, c'est tristoun chez nous puisqu'il pleut des cordes. Écoutez bien. Il reste 3 minutes 20 dorénavant dans ce quatrième quart-temps et les Raptors sont revenus encore à 3 points. Miami mène 86-83 après un panier à 3 points de DeRozan et là maintenant un panier à 3 points de Delon Wright. Il reste 1 minute 43 dans ce quatrième quart-temps et les Raptors sont enfin passés devant 87-86. Et surtout, ils ont le ballon après le temps mort, puisque DeRozan, après un rebond trop bizarre en fait, il y a eu au moins 3 joueurs qui ont attrapé le ballon, essayé de le remettre dedans, etc. Et DeRozan attrape le ballon et il est fauté par Goran Dragic. Et du coup, nous allons au temps mort. Il reste 1 minute 04 et DeMar DeRozan vient de rater un panier. Le score est toujours le même, 87 pour les Raptors, 86 pour Miami. Superbe défense des Raptors dans cette fin de quatrième quart-temps qui viennent de mettre le ballon du coup sur une attaque de Miami. Delon Wright a réussi à foutre le ballon en dehors des lignes du terrain et du coup il reste 4,4 secondes à jouer
est tenté pour Miami de marquer. Il reste 1 minute 04 dans ce quatrième quart-temps et temps mort demandé par le coach des Miami Heat. Et sur le jeu suivant, superbe défense des Raptors qui arrive à attraper le rebond après 2 tentatives ratées par Miami. Du coup, superbe défense sur ce jeu, enfin sur ces 4-5 secondes de la part de Valanciunas. Il reste 57 secondes, point 1 dans ce match et le score est toujours identique. 87 pour les Toronto Raptors, 86 pour Miami. Temps mort demandé par les Toronto Raptors. Et Miami vient de passer devant 88 à 87, il reste 11 secondes, 4 et je vais vous le faire en direct, puisque peu importe si les Raptors gagnent ou perdent, franchement, vu la réaction qu'ils ont eue en cette fin de match, peu importe s'ils perdent ou gagnent, c'était une superbe fin de match. Alors, on va le faire en direct, je lance. DeRozan a le ballon, il est tout seul en bout de piste, il y va, oh! Oui! Il reste 3,1 secondes. Toronto mène 89 à 88 et DeRozan a loupé son tir et il a attrapé le rebond de son propre tir manqué et l'a remis dedans. Donc Toronto mène 89 à 88 et forcément dernier temps mort du match puisque Miami possède le dernier temps mort et vient d'appeler un temps mort. Il reste 3,1 secondes à jouer dans ce match. En tout cas, en temps réglementaire. Et Miami remporte le match 90 à 89 sur une énorme erreur défensive de Pascal Siakam qui a complètement loupé son attribution de défense. Il a oublié son joueur qui reçoit le ballon au dernier moment. Je veux dire, j'étais en train de compter 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Et en fait, à 5 Mississippi, ils ont réussi, Miami, à remettre la balle en jeu, vraiment au dernier moment, et le joueur qu'il trouve est démarqué, et au lieu de shooter, il a le temps d'aller dunker le ballon. Il n'a pas réussi à le dunker, mais il a lancé le ballon au basket, et en fait, le ballon rentre, ce qui donne un match pour Miami 90 à 88 et les Raptors qui perdent leur deuxième match à domicile cette saison. Honnêtement, c'est vraiment dommage parce qu'un très bel effort ce soir, mais en tout cas à la fin du quatrième quart-temps, puisque tout le reste du match, les Raptors n'étaient pas dedans. Et c'est sans doute cela qui leur a coûté le match, de se réveiller vraiment à la fin du match. C'est dommage, ils ont réalisé un beau quatrième quart-temps, mais ça ne suffit pas, il faut jouer un match complet. Le premier quart-temps, c'était égalité entre les deux équipes à peu près, puisque si je me souviens bien, c'était 22 à 21 le score à la fin du premier quart-temps. Mais après, c'est Miami qui a dominé pendant le deuxième et le troisième. Et les Raptors se sont seulement réveillés dans le quatrième quart-temps, à force de courir après le score. Il est normal qu'on n'arrive pas à conclure, et en l'occurrence, malgré un DeMar DeRozan très incisif en fin de match, c'est dommage, cette faute de couverture de défense de la part de Siakam procure à Miami la victoire. C'est vraiment dommage et c'est une opportunité complètement ratée. Oups, fin de match très tendu puisqu'il y a une bagarre entre DeMar DeRozan et Goran Dragic. Il semblerait que Goran soit venu vers DeRozan et lui ait soufflé, je pense, quelques mots relativement pas très sympas, puisque les deux en sont venus aux mains et les coachs et CJ Miles ont essayé de les séparer, mais les mains ont sorti. Nous verrons bien ce que la Ligue décide, mais à mon avis, pour le prochain match, il n'y aura sans doute ni de Serge Ibaka, ni de DeMar DeRozan, et quand on pense qu'il n'y a pas de Kyle Lowry non plus, le match contre les Cleveland Cavaliers risque d'être très compliqué pour les Toronto Raptors. Le match contre les Cleveland Cavaliers se joue jeudi soir, pour rappel. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit dans ce match. Bon, passons à la feuille de match tout de suite.
Alors, pour les Raptors, le meilleur marqueur est tout de même DeMar DeRozan qui a marqué 25 points. Il est aussi le meilleur passeur avec 6 rebonds. C'est d'ailleurs le meilleur marqueur et le meilleur passeur du match. Par contre, le meilleur rebondeur est Hassan Whiteside avec 15 rebonds. Du coup, du côté des Toronto Raptors, OG Anunoby a joué 26 minutes, 2 points, 5 rebonds, 1 ballon volé. Il a été à 1 sur 3 au tir. Et comme je le disais, il n'a pas tenté de tir à 3 points, ni de lancer franc. Serge Ibaka a joué 21 minutes, 11 points, 5 rebonds et 2 blocs, pardon. Il a été à 4 sur 10 au tir, dont 1 sur 2 à 3 points et 2 sur 3 au lancer franc. Ensuite, Jonas Valanciunas a joué 20 minutes, 8 points, 3 rebonds, 2 blocs. Il a été à 4 sur 8 au tir, 0 sur 1 à 3 points. DeMar DeRozan, du coup, a joué 35 minutes, 25 points, 4 rebonds, 6 passes décisives. Il a été à 10 sur 29 au tir et 1 sur 3 à 3 points. Delon White a joué 29 minutes, 13 points, 7 rebonds, 4 passes décisives, 1 ballon volé, 1 contre, 5 sur 9 au tir et 1 sur 2 à 3 points. Voilà, ça c'était le 5 de départ. Et il y a pas mal de joueurs qui ont joué, vous allez le voir. CJ Miles a joué 18 minutes, 9 points, 2 rebonds, 1 passe décisive. 3 sur 7 au tir et 3 sur 5 à 3 points. Lucas Noriega a joué 15 minutes, 4 points, aucun rebond, aucune passe, 1 ballon volé, 4 contre. Il a été à 1 sur 1 au tir et 2 sur 2 au lancer franc. Fred VanVleet a joué 19 minutes, 8 points, 3 rebonds, 2 passes décisives, 2 ballons volés. Il a été à 3 sur 9 au tir, dont 1 sur 5 à 3 points. Norman Powell, 23 minutes, 4 points, 6 rebonds, 1 passe décisive, 2 ballons volés, 2 contre. Il a été à 2 sur 8 au tir et 0 sur 3 à 3 points. Pascal Siakam a joué 15 minutes, 2 points, 1 rebond et 1 contre. 1 sur 4 au tir. Il n'a pas tenté de 3 points cette fois-ci. Jakob Poeltl a joué 8 minutes, 3 points, 1 rebond, et il a été à 1 sur 2 au tir, mais relativement mauvais en défense en fait. C'était le problème. Ensuite, Lorenzo Brown a joué 5 minutes, il a eu une passe décisive et c'est tout, il n'a même pas tenté de tir. Voilà, c'est tout. C'est le dernier à avoir joué. Maintenant, les stats de l'équipe, qui ne doivent pas être superbes. 89 points, 37 rebonds, 15 passes décisives, je le disais, le ballon circulait très mal, 7 ballons volés et quand même 12 contre, 14 du coup pour Miami par contre, 35 sur 90 au tir qui fait moins de 40% de réussite et 7 sur 21 aux 3 points, 33% de réussite, par contre 12 sur 15 au lancer franc. Pour vous donner une indication, Miami a attrapé 64 rebonds, pas beaucoup plus de passes décisives, ils ont à peine eu des ballons volés, mais par contre ils ont, donc du coup comme je le disais, 14 blocs. Ils n'ont pas été meilleurs au shoot et carrément pas aux 3 points non plus, puisque 4 sur 22 à 3 points, 8 sur 10 au lancer franc, donc il n'y a pas eu une disparité entre les deux équipes concernant les fautes sifflées. C'est étonnant que le match soit envenimé autant. Le combat d'abord entre Ibaka et James Johnson, tous les deux exclus, puis à la fin du match entre Goran Dragic et DeMar DeRozan, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais cela complique grandement les chances de Toronto de pouvoir affronter Cleveland dans la meilleure position possible. Je dois dire que ce serait très compliqué s'il manquait les 3 stars des Raptors pour affronter le favori de la conférence Est pour aller en finale.
Je ne sais même pas si j'arriverai à faire 6 points ce soir. Des étoiles, il n'y en a pas à distribuer. Honnêtement, il n'y en a franchement pas à distribuer ce soir des étoiles pour les Toronto Raptors. J'essaye, je cherche dans ma petite tête durant ce match qui a pu être positif pour les Raptors. Je dirais leur quatrième carton, Fred VanVleet. Allez, je vais donner une étoile à Fred VanVleet puisque dans le quatrième carton, c'est vraiment lui qui a donné l'étincelle pour que les Raptors se mettent en route. Lui et Pascal Siakam dans le en début de quatrième carton ont été superbes en défense. Donc je donnerai la deuxième étoile à Pascal Siakam, peut-être une étoile à Norman Powell qui, malgré le fait qu'il n'ait pas été très efficace comme depuis le début de la saison, en offense a été très bon par contre en défense et ça c'est le plus important. Si la défense est là, c'est le minimum qu'on puisse lui demander. Par contre, un flocon pour DeMar DeRozan qui a eu un relativement mauvais match malgré ses 25 points et ses 6 passes décisives. J'ai trouvé qu'il était très seul dans ce match et puis aussi qu'il essayait trop de jouer hero ball, comme on dit. Je vais mettre un flocon à l'ensemble de l'équipe, donc ça me fait mon 5e point. C'est un flocon bien gelé pour l'ensemble de l'équipe. Bon, d'accord, ils sont fatigués, ils sont rentrés super tard du match hier soir. Ils sont descendus de l'avion, d'après ce que j'ai compris, vers 2 heures du matin. Donc c'est évident que c'est très compliqué le lendemain soir de rejouer, il n'y a pas de souci, mais bon, ça c'est quelque chose d'habituel dans la ligue. Donc il n'y a pas d'excuses. Comme je le disais, il faut pomper le sang quand on en est fatigué pour arriver à retrouver un petit peu d'énergie. Et les Raptors, en première mi-temps et même pendant les 3 premiers quarts-temps, n'ont pas assez bougé pour arriver à obtenir cela. Il leur a fallu attendre le 4e quart-temps et vraiment un sursaut, vraiment un gros sursaut. Cela dit, ils ont réussi à combler l'écart, ils ont même mené d'1 point, il restait 3 secondes. Si ce n'est une faute de Pascal Siakam, mais pas une faute sur un joueur, une faute de défense, c'est-à-dire qu'au lieu de surveiller le mec à qui il était attribué, il surveillait le ballon et les autres joueurs, et du coup il en a complètement oublié celui qu'il devait couvrir. Donc voilà, un beau flocon, gelé pour les Raptors. Par contre, du coup, pour Miami, une belle étoile bien brillante puisque c'est leur 5e victoire d'affilée contre une des meilleures équipes de la ligue. Donc c'est toujours très bien. Ceci dit, il manquait Kyle Lowry, donc on peut tout de même dire ça, même si pour Miami, il manquait Dion Waiters, aussi leur shooting guards qui fait 2 très belles saisons à Miami. Donc voilà, donc c'était relativement équilibré, je dirais, au niveau des deux équipes. Jonas Valanciunas qui n'a pas réussi à s'imposer à l'intérieur contre Whiteside, ni au rebond, ni en termes de scoring. Bon, voilà, je donne une étoile qui brille à Miami pour ce qu'ils ont fait, et surtout au coach en fait. Parce que le coach, à chaque fois que les Raptors commençaient à partir dans un run qui leur aurait permis de pouvoir passer devant ou ne serait-ce que rattraper Miami, 4 points marqués par les Raptors, il appelait un temps mort et cassait le rythme du coup des Raptors, surtout pour une équipe fatiguée comme les Raptors ce soir. C'était important pour lui de mettre ça en place et de bien appeler les temps morts, et il l'a très bien fait. Donc allez, un 7e point, une belle étoile pour Erik Spoelstra qui est toujours, à mon sens, un des meilleurs coachs de la ligue. Il suffit de voir, il a aucune star dans son équipe et ils sont 5e, peut-être voire même peut-être 4e ce soir à la fin de ce match de la conférence Est.
Voilà, c'est tout pour ce soir. On se retrouve du coup jeudi soir pour le match contre les Cleveland Cavaliers. Le match se déroulera à Toronto. Un match qui risque d'être très compliqué pour les Toronto Raptors selon le verdict de la Ligue concernant ce qui s'est passé entre James Johnson et Serge Ibaka, puis ce qui s'est passé entre Goran Dragic et DeMar DeRozan. J'en termine là, alors je vous dis ciao les copains.